Bonjour à toutes et à tous. J'ai choisi d'illustrer mon propos par un travail d'immersion dans une école élémentaire, mais je travaille aussi beaucoup en collège, sur l'ensemble du territoire national, depuis plus de 15 ans, sur ces questions d'aménagement égalitaire, avec une méthodologie de projet qui est toujours la même, en fait, et qui est donc une méthode immersive, donc un peu ce que vous avez raconté aussi. Je vais passer entre 4 et 6 mois sur un établissement scolaire, alors je ne serai pas en présentiel tout le temps, il y a toute une phase qui est donc une phase de diagnostic, un travail, je vous raconterai tout ça, de face à face pédagogique avec les enfants. Donc l'approche est un peu particulière puisque c'est la question de l'égalité, et je vais m'en expliquer. Et puis, il y a aussi un travail d'auto-observation, c'est-à-dire la prise de recul, ce que vous avez fait, des enfants qui vont, eux, observer leur cours de récréation, la questionner aussi sur la relation fille-garçon. Et puis, ce qui est peut-être intéressant dans notre démarche, c'est les phases expérimentales. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce travail de diagnostic, on va préfigurer l'espace de cours, immédiatement, avec ce qu'on a sous la main, ce que j'appelle le home staging de cours, pour que tout de suite, en fait, on mette en route cette capacité aussi professionnelle, puisqu'évidemment, le corps à corps dans un espace, c'est aussi le corps à corps avec les personnes qui font vivre cet espace, et en particulier dans l'école, c'est la question aussi des adultes sur cet espace-là. On va travailler beaucoup avec le périscolaire. L'enjeu de la cour de récréation, c'est aussi le midi et deux, et surtout le midi et deux, puisque c'est un temps d'animation et un temps long, aussi pour organiser la relation, pour la travailler. Et à l'issue de ces expérimentations qui vont durer pendant une semaine, parfois qui vont être poursuivies beaucoup plus longtemps que le temps où on est là, on va préconiser de manière beaucoup plus durable finalement les aménagements. On va regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans cette question de cours égalitaire. Alors, avant de vous montrer exactement ce que ça donne, les verbatims d'enfants, j'ai choisi d'illustrer d'ailleurs cette présentation aujourd'hui par l'école de la Couronne où on a travaillé pendant une année. Il faut quand même préciser de quoi on parle, parce que cette approche égalitaire, qu'est-ce que c'est faire jeu égal, être à égalité dans un espace de cours de récréation? D'où on part quand on regarde le terrain. Moi, je suis géographe du genre et donc sociologue aussi du genre. Qu'est-ce que c'est cette question du genre? Quel est le regard, les questions qu'on pose au terrain, au territoire de la cour de récréation? Donc, la question du genre, c'est un paradigme d'études scientifiques. Moi, je tiens absolument à le dire parce que je pense que ça a été dévoyé, qu'on a fait de cette question de la possibilité finalement de comprendre et d'entendre ce qui était en jeu sociétalement dans la relation fille-garçon, pour plus tard interroger notre relation femme-homme aussi à l'espace public. Parce que ce qui se joue dans la cour d'école, et moi je travaille en école et au collège, c'est un processus. J'ai souvent l'habitude de dire que c'est aussi les filles, dans leur corps social constitué, dans ce qu'elles représentent dans cette question égalitaire, et on verra très vite finalement tous les autres garçons, tout ce processus qui est mis en œuvre, elles mésapprennent aussi à prendre leur place. Ne pas pouvoir se centrer à la cour de récréation, ne pas pouvoir avoir égale valeur dans le jeu, dans le regard de l'autre, c'est aussi un déni de citoyenneté. Et la difficulté finalement de la production de ce système qui est générationnel. C'est pas la question de la reproduction, de la cueillette et de la chasse. C'est quelque chose que nous produisons collectivement. Et cette production, c'est ça qui maintient à la fois les inégalités femmes-hommes, des inégalités structurelles. D'abord, ne pas être à égalité, c'est objectivement être dans des situations inégales dans la quotidienneté. Par exemple, c'est constaté encore qu'en France, on peut dire 70% des travailleurs pauvres sont des travailleuses pauvres. Ça a des conséquences réelles sur la capacité aussi d'avoir l'égale liberté à l'espace du dehors.
Les statistiques qu'on a aujourd'hui, elles viennent aussi de notre difficile capacité à lire cette question-là et à la travailler ensemble. Parce que finalement, ce dont on va se rendre compte immédiatement, c'est que pour faire égalité, on ne peut pas avoir de neutralité. Il faut agir. On ne fait pas égalité parce qu'on ne discrimine pas. On fait égalité parce qu'on travaille la question de la relation fille-garçon. Et donc ça veut dire quoi, cette question-là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand on arrive sur un espace de cours de récréation, aujourd'hui en 2022 et presque en 2023, sur un espace qui n'a pas pensé la question de la relation fille-garçon, le premier constat qu'on fait, c'est la non-mixité. Le premier constat que je fais, moi, depuis 15 ans, c'est l'absence de relation fille-garçon. Jouer ensemble, manger ensemble, rire ensemble, se donner la main dans le rang. Qu'est-ce qui fausse ça? Ce qui fausse la relation fille-garçon dès la naissance, c'est la mise en scène de deux grands principes. Le premier, c'est ce qu'on appelle les stéréotypes de sexe. C'est ce qu'on appelle une identité d'appartenance. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant de travailler cette question-là avec les enfants, parce que la question des stéréotypes de sexe, c'est d'abord le besoin viscéral de distinguer immédiatement si la personne en face de moi appartient au groupe social des femmes, des filles, ou au groupe social des garçons et des hommes. Et pour ça, il y a d'abord tout un travail de distinction physique. C'est d'abord un vêtement physique, la distinction. Et ce qui est important, c'est de s'interroger comment on distingue les filles et les garçons physiquement dans un espace. Et c'est la question que je leur pose. Comment tu sais qu'en face de toi, tu es une fille? Immédiatement. Ah ben oui, mais madame, les filles, ça a les cheveux longs, ça porte du maquillage, ça a des bracelets, ça porte des robes, ça s'habille en rose, ça a des talons hauts plus tard. C'est toute cette accessoirisation, en fait. Cette question de la distinction par le vêtement physique des filles. Donc, effectivement, c'est une manière de trouver, de voir immédiatement où sont les filles et les femmes, même si nous n'adoptons pas toutes les codes vestimentaires, il y a toujours quelque chose qui nous fait rentrer dans ce monde-là. Mais le plus intéressant, c'est comment on distingue les garçons. Comment tu sais que tu as un garçon en face de toi, dans la cour? Ah ben un garçon, ça porte des pantalons. Très bien, les filles aussi. Les filles aussi. Donc c'est pas ça qui te permet de distinguer que tu as un garçon en face de toi. Ah oui, mais les garçons, ça porte des cravates. Ok, mais pas tous les garçons, pas un garçon de 6 ans. Oui, mais les garçons, ça a de la moustache, de la barbe. Oui, ok, mais pas à ton âge. Et qu'est-ce qui permet de distinguer les garçons des filles ou les hommes des femmes? C'est l'interdit. Un garçon, c'est celui qui ne porte pas les accessoirisations des filles. Pas de bracelet, pas de vernis à ongles, pas de collier, pas de robe, pas de rose. Et ça, c'est le processus de non-mixité à l'espace. Parce que cette question de « je ne suis pas perméable au monde des filles par ma tenue vestimentaire », c'est aussi ça qui se passe dans « je ne te veux pas dans mon jeu ». Et je ne joue pas avec les filles quand je suis un garçon. Donc ce vêtement physique, il va traduire, évidemment, vous l'avez compris très vite, un vêtement social. Parce que c'est pas tellement grave qu'il y ait des filles et des garçons. C'est pas une question égalitaire, ça. Qu'on ait choisi de distinguer les filles des garçons plutôt que des petits des grands dans notre société, par exemple. Ça pose une question identitaire, c'est une question philosophique. Mais c'est pas une question égalitaire. Parce que le problème, c'est le vêtement social. Cette distinction, elle sert un projet beaucoup plus insidieux, qui est le cœur de la question du genre, qui est le sexisme, qui est l'inégale valeur. Je risque pas d'aller jouer à la corde à sauter avec les filles, moi, madame. Ah bon, mais pourquoi? Parce que j'ai peur d'être traitée de fille. Et voilà ce qui se passe. Dès la naissance, et peut-être avant,
on va choisir de distinguer le corps des bébés. Est-ce que j'ai en face de moi un bébé fille ou un bébé garçon? Et donc on va appliquer ce processus vestimentaire. Le code couleur, rose, bleu. Si jamais on n'avait pas bien compris, on va décliner les adjectifs au féminin et au masculin. Mais le problème, c'est ce qu'on inscrit dès la naissance sur le corps. Les attendus sociétaux. On attend d'une fille qu'elle soit jolie, têtue, gourmande, amoureuse, coquette, élégante, mignonne, belle. Des adjectifs qu'on inscrit sur les corps qui font décoration. Les filles, elles décorent l'espace. Et les femmes et les jeunes filles plus tard. C'est des adjectifs qui ne mangent pas de pain. Belle, élégante, amoureuse. Mais ce qui est très intéressant dans la question égalitaire, c'est le miroir. C'est ce qu'on inscrit sur le corps des garçons, en miroir. On attend des garçons qui soient courageux, forts, fiers, robustes, vaillants, rusés, habiles, déterminés, espiègles et cool. Un petit mec, c'est comme une fille, mais en plus fort. La question de la force, elle est extrêmement intéressante. Mettre la force du côté des garçons, et puis sur des adjectifs qui font société, le courage, valeur humaine première. La question de la détermination, de la vaillance, valeur professionnelle. Ça légitime les garçons dans une valeur supérieure à celle des filles. Et la question de la force, c'est central dans la question du jeu collectif de la cour de récréation. Parce que fort, ça dit deux choses. Ça dit que tous les garçons entre eux sont plus forts en force physique que toutes les filles entre elles. C'est une aberration. Parce que derrière, ça disqualifie les filles d'office dans la question de la force physique, mais surtout, ça invisibilise l'inégalité de force des garçons entre eux aussi, des êtres humains entre eux. Et finalement, on va se rendre compte que cette question de la force physique en élémentaire et au collège, cette classification filles-garçons, elle va masquer une classification beaucoup plus importante, qui est la question des corps pour les cours physiques, petit-grand par exemple. Mais aussi va poser plus tard, et assez vite, la question du handicap. Accepter collectivement que les garçons sont plus forts que les filles, en essentialisation, ce qu'on appelle en essentialisant les rapports sociaux de sexe, c'est exclure 90% d'un espace de cours de récréation au jeu collectif. Mais ce qui se cache derrière la force, et qui est beaucoup plus subtil, c'est l'autre notion de force, parce que je suis fort, ça dit je suis fort en ça, je suis compétent. Je sais mieux le faire que toi. Et d'ailleurs, on va voir très vite que les verbatims des enfants, par exemple, les filles, quand elles me disent, les garçons, ils disent qu'on ne peut pas jouer au foot parce qu'on est nul en ça. Elles ne me disent pas on est faible en ça. Elles me disent on est nul. Et toute cette notion-là, elle va être essentielle pour travailler le partage de l'espace de cours. Est-ce qu'on peut jouer quand on ne sait pas? Quand ils me disent « Ah oui, mais les filles, on ne les prend pas, elles marquent pas. » Parce que le foot, c'est que marquer des buts. C'est pas autre chose. Et quand on instaure le jeu central à la cour de récréation, qui est la mise en scène de la performance individuelle d'une quinzaine de garçons sur une école qui peut faire entre 200, 300 ou 400 gamins, on met en place la question de la force. Et qu'est-ce qui se cache derrière la question de la force? C'est la question du rapport de force. Et donc, on va légitimer l'exclusion, la mise en scène de l'agression aussi, de la violence verbale, à travers cette notion de force. Alors, je l'ai dit, si je vais jouer avec les filles, j'ai peur d'être traitée de fille, parce que finalement, la première chose, parce que pour faire une non-mixité, il suffit que les garçons, certains garçons, disent aux filles, on ne te veut pas. On ne vous veut pas. C'est ça qui fait séparation des corps dans le jeu. Elles se retrouvent entre elles. Et double processus de disqualification, non seulement elles ne peuvent pas jouer au jeu des garçons, qui est lui légitimé, qui prend de la place, etc., mais elles ne peuvent pas non plus jouer à leur jeu.
Et c'est bien ce double processus qu'il va falloir qu'on règle ensemble. Qui joue avec qui, mais à quoi on joue? Qui décide du jeu? Et quand on entend, et quand j'entends encore aujourd'hui, oui, les petits jeux de filles, non mais pardon, ça c'est un jugement de valeur sur ce qu'elle porte, elle. Qui décide que jouer au papa, à la maman, faire tourner la corde, faire de l'art plastique, des perles, danser, ça a moins de valeur que de taper dans un ballon? Parce que quand on dit les petits jeux de filles, on ne les organise pas. Il n'y a pas d'adulte qui les centre, qui dit « je vais te donner de la place pour ton jeu à toi ». Et donc elles s'auto-organisent, elles ont les petits coins, on n'a pas besoin d'espace pour dessiner. Et donc tout le processus, il va être aussi de se redire collectivement qu'est-ce qui fait valeur sociétale. Est-ce que discuter, par exemple, c'est important? Et c'est les mêmes questions qu'on a à l'espace public. C'est d'abord réhabiliter les filles dans ce qu'elles portent, dans la manière dont elles sont construites, pour faire sujet de l'espace. Et c'est parce qu'on aura posé cette question-là qu'on pose la question de l'esthétisme aussi, qu'on pose la question de la culture à l'espace de cours, qu'on pose la question de prendre soin. C'est elles aussi qui font la mixité petit-grand. C'est les grandes filles qui jouent avec les CP. Donc à partir du moment où on va les réinjecter comme sujet de l'espace, elles vont faire mixité. La question de la tenue vestimentaire. Il y avait un garçon, il aimait le rose, et les autres, ils se moquaient et disaient que c'était pour les filles. C'est bien ça le nœud du problème encore. Être perméable au monde des filles pour les garçons, c'est un risque identitaire qui entraîne de l'insulte et des violences. Parfois, on a envie de faire des jeux calmes comme lire, et ça n'est pas possible. Donc cette question de l'envahissement aussi du jeu collectif, il pose aussi la question que partager, c'est aussi laisser de la place, c'est aussi renoncer à prendre toute la place pour qu'il puisse y avoir un espace calme, par exemple, à la cour de récréation. Donc là, j'en ai parlé, la question de l'imperméabilité des mondes, elle est sur cette question de déchoir aussi pour les garçons. Alors, j'ai choisi de provoquer par la tenue vestimentaire, mais cette question-là, elle est centrale aussi. Parce que finalement, la seule chose qu'on aura à se dire, c'est qu'être à égalité, c'est avoir les mêmes droits. C'est ça, être à égalité. Quand je demande aux enfants, d'après toi, c'est quoi être à égalité entre tous les êtres humains, ils savent répondre. Du CP à la 3e, ils savent dire, c'est avoir les mêmes droits, madame. Exactement, c'est avoir les mêmes droits. Et donc, un garçon a le droit aussi de jouer à la corde à sauter. Et la question de la tenue vestimentaire, elle est intéressante et j'aime bien prendre cet exemple de la robe. Pourquoi? Parce que, en réalité, dans le texte législatif, il n'a jamais été interdit aux hommes de porter des robes. Il n'y a pas marqué dans la loi, les hommes ne doivent pas porter des robes. C'est interdit. Ça a été marqué pour le pantalon pour les femmes. Décret qui est levé en 2013. C'est la fameuse image de Niki de Saint-Phal qui demande une autorisation préfectorale pour pouvoir exercer son art, qui est donc la sculpture, et pour pouvoir porter un pantalon. Alors c'est toute une histoire, la question de l'interdit du pantalon, c'est développement de la bicyclette, de la marche en ville, etc. Donc on va entraver, encore une fois, le corps des femmes avec des robes longues pour qu'elles ne puissent pas prendre leur égale liberté à l'espace de mobilité. Ça aussi, les questions de mobilité sont extrêmement intéressantes à la cour de récréation. Et donc ça lève, et en tout cas ça nous fait réfléchir sur cette question de comment le droit législatif égalitaire résiste dans la quotidienneté des vécus. Comment cette question du tabou de la robe, alors encore une fois, c'est caricatural, mais on est bien sur le parme, le fluo, le rose, on l'a vu. Donc ces tabous, finalement vestimentaires au sens propre, de l'interdit ultime, le tabou, c'est ça, de la perméabilité des garçons au monde des filles. Alors, ça a des conséquences. La première conséquence du sexisme, c'est l'homophobie.
Parce que quand on est en élémentaire et qu'on est un petit garçon, on a peur d'être traité de fille, et quand on est au collège, on a peur d'être traité d'homosexuel. J'ai travaillé avec des classes de 4e sur les propos d'insultes, le nœud c'est toujours le même. Donc les filles sont insultées sur leur corps, c'est leur corps physique, et leur supposée utilisation de ce corps dans la sexualité aussi. C'est extrêmement intéressant d'interroger des classes de 4e sur ce qui se cache derrière les propos d'insultes qu'on adresse aux filles, et de regarder aussi qu'il n'y a pas de masculin des propos d'insultes qu'on adresse aux filles. Ça n'est pas une déclinaison. Ce qu'on adresse comme propos d'insultes aux garçons, sur 11 insultes, 10 sont homophobes. La 11e, c'est bâtard, qui est une insulte sexiste et raciste. Donc rappeler la question du droit, et rappeler aussi que malgré 10 années pour le mariage pour tous, qui est une loi profondément égalitaire, qui dit que quel que soit l'amour, la forme d'amour qu'on a, on a le droit de se marier. Eh bien, il y a encore dans les terrains une vraie résistance à penser que l'amour d'une fille avec une fille et d'un garçon, particulièrement d'un garçon avec un garçon, est le même amour, ou est un amour sain, comme pourrait l'être celui d'une fille avec un garçon. Il faut savoir que la question de l'homophobie va apparaître très vite en collège, et qu'elle ne pense que la relation garçon-garçon. Les filles aussi, quand elles parlent d'homosexualité, ne pensent que la question des garçons entre eux. C'est ça qui est problématique au collège. Quand on dit que les jeunes sont homophobes, en réalité, quand on est un garçon au collège, on n'a pas peur de quelque chose qui nous est étranger. On a peur d'être identifié comme homosexuel, qu'on le soit ou pas. Ça, c'est le risque ultime. Une victime sur 2 est insultée le plus souvent dans des termes ancrés dans une culture qui a banalisé le sexisme et l'homophobie. Ce qui est très très important, c'est de se rendre compte que ce qui se joue là, c'est la remise en cause du fondement de ce qu'est être à égalité, c'est-à-dire le droit. En fait, très vite, ils vont définir être à égalité, c'est avoir les mêmes droits, madame, mais très vite, je vais entendre aussi, nous, madame, on n'a pas le droit de jouer au foot. Et ce qui va se passer, c'est qu'on peut penser qu'en élémentaire, une petite fille de 7 ans, eh ben oui, c'est compliqué de s'imposer ou d'être dans le jeu des garçons au foot, mais que ça va se régler quand elle va grandir. Ben, ça ne se règle pas, en fait. Au contraire, elle renonce. Et d'ailleurs, penser que c'est à elles seules, comme c'est aux femmes, de prendre leur place, de s'imposer, c'est redire encore le rapport de force. Qui croit qu'une gamine de 7 ans, elle peut s'imposer sur un groupe de garçons de 15 pour jouer au foot? Qui pense que ce rapport-là est égalitaire? C'est pas possible. Elle n'est pas à égale légitimité pour négocier. Et c'est aussi vrai pour les femmes à l'espace public. Et donc elles diront, petite, nous madame, on n'a pas le droit de jouer au foot. Et elles diront au collège, nous madame, on n'a pas les mêmes droits que les garçons. Mais qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent qu'elles n'ont pas la même égale liberté. Parce qu'entre avoir le droit et vouloir faire quelque chose, parce que c'est ça qu'on dit. Je dis, mais je ne comprends pas. Si elles veulent, elles peuvent. Si elles n'y sont pas, c'est qu'elles ne veulent pas. Donc c'est l'expression d'une liberté. C'est ça qu'il faut maintenir aussi dans la cour de récréation. Je fais un véritable choix. J'ai envie, j'ai pas envie. Sauf qu'entre avoir le droit et vouloir faire quelque chose, entre cette question de l'égalité, de la liberté de notre éthique, il y a une notion forte qui est la question du pouvoir. Est-ce que je peux le faire? Et c'est ça que je vais entendre. Ils nous empêchent, ils nous disent non. Parce que le pouvoir, c'est la notion centrale de la question de genre. L'exercice d'un empêchement, l'impossibilité,
le déni d'un droit. Mais pouvoir, c'est aussi rendre possible. Et la véritable clé, elle est là. Comment nous, adultes, nous rendons possible l'exercice d'un droit et d'une liberté à l'espace de la cour de récréation. Et bien, quand j'entends « Nous, madame, on n'a pas le droit de jouer au foot », je dis « Ok, alors on va reprendre. On vient de dire que être à égalité, c'est avoir les mêmes droits. Donc, quelles sont les règles à la cour de récréation? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Pour pouvoir consentir collectivement que de jouer, de proposer son jeu, tout le monde a le droit. Qu'on soit petit, une fille, qu'on ait un handicap, qu'on soit un autre garçon, on a le droit. Et qu'il va falloir faire avec ça. Et que les verbatims en classe, ils disent aussi, on va entendre, oui mais nous, madame, de temps en temps, on accepte les filles. Ah non, ça ne va pas. Tu n'as pas à accepter. Elles ont le droit d'être là. Donc tu dois t'arranger avec ça. Parce que l'espace égalitaire, c'est un espace qui met en scène deux choses. La capacité de négociation, j'ai le droit, tu as le droit, comment on va faire avec ça? J'ai le droit de proposer mon jeu, j'ai le droit d'être là et de jouer avec toi, il va falloir qu'on négocie. Mais c'est surtout, et ça c'est quelque chose qu'on ne voit jamais ou qu'on voit peu, aussi la capacité de renoncement. Ok, c'est vrai, tu as le droit, je te laisse la place. Aujourd'hui, c'est toi qui joues, c'est toi qui choisis le jeu. Et donc, quand on va travailler sur l'espace de jeu collectif, on va devoir travailler sur comment on fait pour les aider, pour savoir qui joue et qui décide du jeu. Les violences, je ne vais pas passer 2 heures dessus, mais moi, je ne travaille que pour ça. Je préfère le dire, comme ça c'est clair. En fait, travailler la relation fille-garçon, c'est poser comme hypothèse que l'absence de relation fille-garçon dès l'enfance est le terreau des violences. C'est parce qu'ils ne jouent pas ensemble. Parce que la question du consentement, la question de la négociation, la question du renoncement, c'est une quotidienneté dans le vécu. On n'est pas égal à soi-même, on est égal à l'autre. Et donc penser que la relation fille-garçon est anecdotique, qu'elle n'a pas d'importance dans ce qu'elle représente symboliquement, ces corps sociaux, et qu'elle ne se résout pas dans la rencontre des corps physiques, c'est condamner des générations à l'absurdité, l'anomalie statistique dans les violences. C'est condamner les filles, les mettre en vulnérabilité sociale, en espace de soumission, d'acceptation, mais aussi de subir, parce qu'elles sursubissent les violences, dès l'enfance. Et c'est condamner les garçons dans le monde de l'agression. Parce que l'anomalie statistique, elle est là. Elle est qui subit et qui fait subir. C'est ces deux chiffres-là qui doivent nous inquiéter. Ça veut dire que nous construisons aussi, dans les espaces de cours de récréation, des agresseurs. Et on n'a pas le choix que de penser comme ça. Parce que sinon, on revient à la question de la force, on revient à l'essentialisation des rapports sociaux de sexe. Oui, mais bon, c'est comme ça quand même. Je veux dire, il y a une nature, il y a un gène de la corde à sauter, de l'absurdité de choisir des métiers qui ne payent pas. Il y a un gène pour ne pas faire numérique depuis la préhistoire. Et donc, il y a un gène de l'agression. Donc, c'est ça qu'on va résoudre ensemble. Que la question des violences, bon, je passe dessus, mais bon, elles sont forcément durables sur la question aussi. Donc, là, les violences dans leur ampleur, au travail, à la maison, dans le couple hétérosexuel. Mais les violences, c'est aussi la réalité du quotidien. Avant, dans la récréation, avant qu'on travaille. Les garçons occupaient tout l'espace et les filles qui voulaient se mettre en travers de leur chemin se faisaient toujours bousculer. Le pire, c'est que les garçons bousculaient les filles exprès. Cette question-là, elle n'est pas que dans ma tête. C'est ça, l'agression et la violence. C'est faire exprès.
Ils bousculent quand ils jouent au foot. Le ballon part sur les filles qui jouent à l'élastique. Les filles se faisaient toujours insulter, autre mode d'agression, quand elles sortaient de la cantine puisqu'elles marchaient dans le terrain. Et ça, c'est magnifique, c'est-à-dire que, en fait, ces fameux terrains de jeu collectif, ce qu'on dessine, ce qu'on produit, ce qu'on légitime à l'espace de cours de récréation, c'est pas un terrain qui fait règle du jeu, c'est un terrain qui empêche d'entrer. Et c'est pour ça que l'erreur serait de dire, ah ben, pour se protéger des ballons, on va enfermer la pratique de football des garçons, ce qu'on fait à l'espace public, hein, les city-stades. Parce que là, on fait deux choses. On interdit d'entrer et on met en scène la performance individuelle. Parce que je suis enfermée, je vais tirer fort. Donc, il ne faut surtout pas fermer les terrains de jeu collectifs. Parce qu'il faut créer des espaces de perméabilité. Le ballon qui roule sur l'espace intermédiaire de danse, de jeu des filles, de perles. Parce que je m'arrête, je ramasse le ballon, je reviens. Et puis les garçons, ils vont me dire « Oui, oui, mais madame, si on laisse ouvert, on va passer notre temps à aller chercher le ballon parce qu'il tire fort dans la cour de récréation. » Ben, j'ai dit « Ouais, mais t'as qu'à expliquer à ton camarade qu'il faut tirer doucement. » Parce que les jeux des filles, ils sont petits, les jeux des garçons, ils sont grands. Donc l'équité, l'égalité, c'est de rendre plus petits les grands jeux et plus grands les petits jeux. Aussi. Les garçons avaient tous les droits, contrairement aux filles, ils se croyaient supérieurs aux filles. Donc cette phrase, j'ai tout. Le renoncement à l'égalité et le sexisme. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Comment on travaille cette question de l'égalité filles-garçons dans la cour de récréation? Donc moi, je vais mettre en scène 3 outils. Le premier, c'est les face-à-face pédagogiques, avec une première mission, alors pas pour les plus petits d'entre eux, mais du CE2 à la 3e, qui est « Dessine-moi ta cour de récréation », comme si on le regardait par en dessus, comme si tu me faisais un plan. Dis-moi quels sont les espaces, nomme-les. Et puis, dis-moi où tu es le plus souvent à la cour de récréation, avec qui. Alors, avec qui, c'est je suis avec... c'est les groupes d'amis, vous savez, je suis avec une copine fille, 2 copines filles, un copain garçon, voilà. Ça va me permettre d'avoir une matière sur la question des amitiés non mixtes, hein, et on verra que c'est donc la norme. Hein, on est entre garçons ou entre filles, dans un groupe classe. C'est-à-dire, si je leur demandais tout de suite, est-ce que vous êtes ensemble, les filles et les garçons? Ils vont me répondre oui, tout le temps. D'ailleurs, poser la question de la mixité dans un lieu qui est captif sur la parité, c'est-à-dire qui enferme des filles et des garçons, qui les oblige à être ensemble. À l'école, c'est particulier quand même. Moi, il y a 15 ans, quand j'arrive, on me dit « Ok, vous êtes gentille, mais... Et aujourd'hui encore. On me dit « Non, nous, on n'a pas de problème, ils jouent tous ensemble. » Parce que visuellement, ça, c'est hyper important aussi. Quand on dit « Les femmes sont invisibles à l'espace public », mais bien sûr que non. C'est leur corps social qui est invisible. Leur corps physique, d'ailleurs on dit « Mais non, moi je vois des filles. Les filles, elles jouent à la corde à sauter, elles sont là, elles s'amusent à la cour de récréation. Elles sont des corps physiques. » Mais ce qu'il faut interroger, c'est le degré de relation et leur capacité à faire corps social. Et dans ces dessins, je leur demande aussi aux enfants, comment tu te déplaces à la cour de récréation? C'est hyper intéressant, vous allez voir les résultats. Et je leur pose une dernière question qui est, d'après toi, est-ce qu'il y a des endroits dans la cour de récréation où il y a beaucoup de garçons et des endroits où il y a beaucoup de filles? Et là, j'ai les mains qui se lèvent. Oui, 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 oui. Madame, je ne trouve pas d'endroit où il y a beaucoup de filles. Ah, mais c'est pas grave, ne le mets pas sur ton dessin. S'il n'existe pas, ne le mets pas. Parce que voilà le problème des filles, c'est qu'elles ne font pas sujet dans ce qu'elles portent, mais elles ne font jamais nombre. Parce que quand on ne légitime pas ce qu'elles ont envie de faire, elles ne peuvent pas faire groupe. Des petits jeux. Donc elles sont 2-3 dans un coin. Le seul endroit où j'ai des filles en nombre sur les dessins, particulièrement au collège, mais ça arrive aussi en élémentaire, c'est enfermé aux toilettes. Le lieu des filles, c'est les toilettes. Là où elles sont plus de 2 ou 3, où elles font nombre visuel. Et c'est aussi la problématique que nous avons, nous, femmes, à l'espace public. Alors, tous les hommes ne sont pas tous ensemble,
Mais il y a des lieux de poche de masculin, d'immobilité. Donc elles ont un problème parce qu'elles ne font pas sujet. Nous aurons un problème plus tard parce que nous sommes fuyantes. Ce qui fait que nos corps sont invisibles à l'espace public, c'est parce que nous sommes dans le... Nous fuyons, nous marchons, nous avons des mobilités utilitaires. Je vais de là à là, à là, à là, ce que je vais déjà voir sur les dessins. Moi, j'ai des gamines qui me disent, je me déplace de mon banc, aux toilettes, au préau, ça a des noms là où elles vont. Et les garçons, ils me disent, oui, comment je fais? Moi, je vais partout. Mais montre-le. Ils crabouillent. Ils crabouillent. Et quand on part du centre, on a des mobilités en étoile. Quand on est sur le bord, on passe jamais au centre. On marche sur les bords. Et c'est pour ça que elles et beaucoup d'autres m'apprennent à prendre la place. Et moi, quand je suis sur un espace de cours de récréation, que je leur dis, ok, donc vous en avez marre, vous pouvez jamais aller au milieu, vous pouvez jamais faire vos grands jeux, etc. Mais vous savez ce qu'on va faire? Si tout le monde est d'accord, là, cet après-midi, à la récréation de 15 h, on n'aura pas de ballon. On essaye, puisque je suis là. Et je dégage un espace central qui est tellement prisé qu'à 15 h, j'ai personne au milieu. Personne. Parce que c'est dur de se rendre visible. C'est dur de se centrer. Par contre, si j'ai un adulte qui me centre, ah oui, là j'y vais. Ensuite, on va avoir un débat. Mais pas un débat sur qu'est-ce que tu veux à ta cour de récréation. Je ne vais pas leur demander ça. Parce que je vais avoir, madame, je veux un city-stade et une marelle. Comme ce qu'on pose comme question à l'espace public aux femmes. Les femmes, elles équipent pour les hommes, pour leurs garçons. Et parce qu'on induit aussi une demande d'équipement. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est pas ça qu'il faut leur poser comme question. Il faut leur demander qu'est-ce que c'est d'après toi être à égalité? Et donc là, on va lever tous les verbatims, tout ce que je viens de vous montrer. Et la deuxième question fondamentale, c'est est-ce que c'est important de se mélanger entre les filles et les garçons? Est-ce que c'est important? Important pour toi, important pour la société. On parle de 52% et de 48%. Et quand on leur pose cette question-là, eh ben derrière, on va lever les questions d'amitié. Parce que la première réponse qu'ils vont faire, c'est celle-là. Oui, madame, parce qu'on peut apprendre à se connaître, on peut devenir amis. Et la non-relation fille-garçon, dès le CP, c'est les amitiés non mixtes en CE2. Les anniversaires non mixtes, pardon, en CE2. Ça doit nous interroger. L'amitié, c'est la première relation humaine. Elle est riche. Et se dire que tout un corps social ne rencontre pas un autre corps social. Parce que c'est pas possible l'amitié fille-garçon. Mais si c'est pas possible l'amitié fille-garçon, ça va enclencher autre chose qui est beaucoup plus dur en troisième quand j'entendrai « Oui, ok madame, mais bon, nous, quand on est en couple hétérosexuel, hein, tout est fluide, tout va bien. Dans les cours de collège, vous ne voyez pas deux garçons ou deux filles faire le tour. Vous savez, les petits couples, là. Et qu'en classe de troisième, j'aurais... Oui, mais quand on est en couple, madame, hétérosexuel, pas besoin de préciser, j'ai compris. Quand on est les filles, la copine, elle ne peut plus aller parler avec des garçons, et puis le garçon, il ne peut plus aller parler avec des filles. Je fais, ah bon, et pourquoi? Parce que sinon, ça rend jaloux. C'est là le nœud des violences conjugales. C'est tout. À quel moment c'est un rapport? Donc l'interdit à l'amitié, c'est aussi la préfiguration d'un amour exclusif. Donc ces questions-là, il faut les lever. Il faut redire que oui, une fille et un garçon, ça peut être ami. Mais c'est tellement compliqué que ce qu'il va falloir résoudre, c'est la manière dont ils vont entrer en relation, ils vont développer cette amitié. Et ce qui n'est pas possible, c'est le binôme. C'est pas possible d'avoir une fille et un garçon qui mangent ensemble à la cantine. Alors de manière majoritaire, bien sûr que ça arrive, heureusement qu'il y a des résistances. Mais ça n'est pas la norme. La norme, c'est non.
Donc c'est pas possible d'avoir une fille et un garçon assis sur un banc, par exemple. Et toute la stratégie qu'on va avoir, nous, c'est comment on permet une rencontre qui ne rend pas extrêmement visible. C'est-à-dire comment finalement cette rencontre fille-garçon, qui est l'interrelation d'une fille et d'un garçon, on va la travailler sur les corps sociaux. Beaucoup de filles et beaucoup de garçons qui se rencontrent. Et ce qui va faire d'abord mixité dans un espace de cours de récréation, c'est la capacité de mobilité. C'est-à-dire d'être ensemble sur le même lieu. Et la mobilité, on va la provoquer par des ambiances de cours. Parce que dans 2 heures de récréation, et par la présence adulte, ça c'est très important, qui va légitimer l'espace, pendant 2 heures de récréation, on peut avoir envie de prendre un bouquin, de se poser, de discuter tranquille, de faire un jeu de société, de danser, de faire des perles et de taper dans un ballon. Parce que c'est aussi condamner les joueurs de foot à n'être que des joueurs de foot. Et il y a une chose que je peux vous dire, c'est que le foot, ça ne se trahit pas. Cette place-là, c'est la place centrale. Les CM2 qui jouent au foot, les 15 gamins, ils diront jamais à l'autre « Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse une balle prisonnière aujourd'hui. » Jamais. Il n'y a que l'adulte qui peut provoquer ça. Et c'est comme ça qu'ils vont venir me voir quand on aura fait le tour de cours, qu'on aura essayé des jeux, des accroches-décroches, des trucs bêta un peu là, sur ce fameux terrain collectif de foot qu'on va dévoyer, auquel on va proposer une autre manière d'être ensemble, où j'ai ce petit footeux qui va venir me voir à l'oreille et qui va me dire « Ouais, tu peux demander à l'animateur qu'on fasse un accroche-décroche aujourd'hui à la place du foot ?» Mais je lui demande lui, toi. Je peux pas, madame. J'ai dit « Ok, je vais lui demander. » C'est ça, quand même, qui est prescriptif aussi, hein, pour eux. Donc, ensuite, ils vont faire de l'observation sur site. Donc, on l'a vu, être à égalité, c'est jouer, aider, vivre en paix, avoir les mêmes droits. Donc, l'an dernier, on jouait à un jeu, et ceux qui voulaient jouer au foot, ils nous ont dit qu'on devait partir, et on nous a dit... Et nous, on a dit qu'on aimerait bien finir la partie, et après qu'on a fini, ils ont dit qu'on part. Donc cette question vraiment voilà, du rapport de force, hein, on ne peut pas jouer à autre chose, ça c'est aussi important. Donc pour jouer tous ensemble, ne pas s'ennuyer, ça c'est intéressant, hein, pour devenir amis, on peut aussi être amoureux, mais pas forcément. Hein. Est-ce que c'est important de se mélanger entre les filles et les garçons? Voilà les réponses qu'on a. Alors, sur la question des dessins, hein, ça je vous en ai parlé. Ce qui est très intéressant, c'est la manière dont ils nomment les choses. Et ça, c'est hyper important parce que, par exemple, on aurait tendance à penser qu'un terrain de foot, c'est forcément un truc dessiné avec des cages, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Un terrain, comme un terrain de Ligue 1. En réalité, dans la tête des enfants, s'il se joue le foot, quel que soit l'espace de terrain, finalement, qu'il y ait des cages, qu'il n'y en ait pas, ils vont l'appeler le terrain de foot. Et c'est là où on voit où c'est impossible de travailler cette question de la négociation et de partager. Comme sur un city-stade, on ne fait pas un pique-nique, ou on ne fait pas de la danse. D'accord? Donc, la manière dont on nomme les choses, déjà, c'est très important. Donc, dévoyer un terrain de foot en terrain de jeu collectif. Comment on fait? Comment on retravaille ça? Donc, les endroits aussi qui nomment, où les filles dans leurs petits jeux, leurs petits espaces, elles appellent ça la plage, la maison, et des fois j'ai des réactions en classe qui sont extra, ah bon, mais ah oui, mais il y a une plage à la cour de récréation, mais oui, mais bien sûr, il y a ma plage. Donc la manière dont on appelle les choses, c'est vraiment intéressant de les nommer. Donc ça aussi, hein, c'est sur toute la question inclusive. Quand vous travaillez en collège, par exemple, où il y a des classes SECPA, vous savez qu'il y a le banc des troisièmes, ces classes SECPA qui sont toujours la place des SECPA. Donc j'ai été sur un collège où l'endroit où il y avait ces élèves de SECPA qui étaient devant leur bâtiment de SECPA, voilà, comme on voit souvent aussi en collège des gamins qui restent sur leur rang, vous savez, à la récréation. Donc on ne parle pas du collège, mais ça c'est hallucinant, cette question de... Ils doivent se ranger en collège. Donc il y a marqué au sol des rangs. D'ailleurs, on ne peut plus aménager des espaces de cours de récréation parce qu'il faut se mettre en rang. Ah bon? On se met en rang 2 secondes. Hein. Et la mise en rang, c'est ce qui est le plus problématique dans cet espace interstice en termes de violence. Hein. C'est hyper, tout le monde se bouscule, tout le monde se tape, c'est affreux, la mise en rang. Donc, et c'est ces gamins qui restent, tu fais quoi toi à la récréation? Ben, je suis sur mon rang, ça veut dire quoi? Tu es sur ton rang. Ils restent assis sur le rang 6e E. Tu es là? Ok, toute la récréation donc. Il faut faire attention à ces choses-là aussi. Voilà. Comment on prescrit
des postures à l'espace de cours. Donc dans les face-à-face pédagogiques, ces zones, les préaux, le terrain de foot, les toilettes, la salle des maîtres, la classe et la cantine, les arbres et le petit mobilier, les bancs, les rampes, les jardins ou les fleurs. Donc c'est très intéressant de voir comment ils nomment les espaces. Donc des espaces où l'on perçoit le plus de filles et de garçons en non-mixité. Ces espaces sont le terrain de foot et les tables de ping-pong pour les garçons, les coins, les toilettes et les rampes pour les filles. Ça y est, c'est fait. Voilà. Ça, c'est sur les dessins. Les dessins, ils sont intéressants parce que c'est une subjectivité objective. C'est le seul outil que j'ai pour avoir une posture individuelle sur cette question-là. Donc les carnets d'observation, je passe. Donc ensuite, les balades sur cours, où avec ces fameux carnets, on va s'immerger dans l'espace, on va aller sur chaque espace et on va dire, voilà, qu'est-ce que tu as constaté, qu'est-ce que tu as regardé, comment tu t'y sens, t'y viens pas, etc. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ces espaces de cours? Donc il y a du foot partout, partout, partout. Il y en a dans toutes les zones, même quand ils n'ont pas le droit. Donc encore cette notion de droit, en fait, voilà. Donc la problématique transversale au groupe de classe est celle du football, pratiqué en dehors même de la zone autorisée, qui est déjà immense sur cette cour. Il gêne les autres pratiques, pourtant nombreuses, la lecture, les jeux inventés et autres qui réquisitionnent autant de place et de respect des espaces. Les espaces détaillés au prisme de la mixité, ça je vous en ai parlé, c'est les mobilités, mais enfin c'est effrayant. C'est effrayant. Voilà. Et les mobilités de bord, c'est ce qui va être durable aussi dans les mobilités des femmes à l'espace public. On est sur des majorités de mobilité de bord. Bon. Après, c'est tous ces jeux pour enfants qu'on a mis dans un coin, etc. Enfin, voilà. Les prescriptions, elles fonctionnent exactement de la même manière. Donc, s'écrabouillis et je marche au bord pour ne pas déranger l'espace de jeu des garçons. Donc là aussi, on le revoit, les mobilités en croix, les amitiés non mixtes, il y a du foot partout, partout. Les garçons, quand ils jouent au foot, après, on n'a plus de place pour jouer à chat, etc. Donc ensuite, je vais vous montrer rapidement comment on travaille. Donc on part d'espaces de cours et on va travailler donc sur un grand principe. Moi, je ne suis pas aménageuse, je suis pas paysagiste, je ne suis pas architecte. Donc je repars de mon point de départ. Qu'est-ce qui fait problème dans la relation fille-garçon et comment je fais levier sur l'aménagement? Et là, le plus important à travailler dans la question de la classification, de la séparation et de la hiérarchie, c'est la séparation. C'est-à-dire que le pari, il est de dire que parce qu'ils vont partager un espace, on va leur faire confiance dans la relation. Et que c'est parce qu'ils vont se rencontrer qu'ils vont rencontrer l'humanité de l'autre. Mais aussi du dissensus. Moi, je leur dis toujours, on n'est pas obligé d'être d'accord. Personne n'est obligé d'être ami avec tout le monde. Mais on ne peut pas d'office dire que parce que je suis un garçon, je ne peux pas être ami avec une fille. Voilà. Et que cette mobilité sur les espaces, cette possibilité de faire relation, c'est d'abord d'être ensemble au même endroit. Et ça, quand on va affaiblir la séparation, on va casser le reste. On va casser la classification et la hiérarchie. C'est sûr. Donc, il faut avoir des stratégies, notamment ce qu'on appelle la perméabilité des espaces. C'est-à-dire qu'il faut permettre à ce qu'il y ait des formes de transpiration, que ça coule sur l'espace de l'autre. Alors, classiquement, on va travailler avec le terrain qu'on a, le foncier. Là, je vous ai montré deux exemples parce qu'ils sont intéressants, puisqu'on a tendance aujourd'hui à dissoudre la question de l'égalité dans le végétal, qui sont pour moi deux compétences complètement différentes. Savoir travailler sur l'égalité filles-garçons et les relations filles-garçons, c'est poser des questions spécifiques à son terrain. C'est pas les mêmes que de végétaliser, d'écrouter ou mettre des arbres, même si le végétal peut permettre. Mais si vous faites un terrain enherbé de foot ou un terrain bétonné, ça sera le même processus qu'il y aura sur le terrain. Voilà. Donc il y a autre chose à penser dans cette question-là. Ceci dit, on travaille avec le bâti qu'on a, avec les projets des techniques, le projet de la paysagiste, pour pouvoir installer donc trois types de lieux d'ambiance qui sont très classiques. Le terrain de jeu collectif, les espaces calmes, et les espaces qu'on appelle intermédiaires. Et pendant les semaines d'expérimentation, donc voilà, là on a classiquement donc, ces espaces-là qu'on a mis sur la cour de la couronne, que je vous montrerai, et on dit au service,
techniques, au service d'animateurs, d'animatrices, etc. Voilà, on aimerait ici installer un espace calme. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux l'animer? Qu'est-ce que tu peux amener ce jour-là? Qu'est-ce qu'on a dans les hangars? Voilà, et on va travailler quelque chose qui est hyper essentiel pour moi, qui est le dedans-dehors. C'est-à-dire que quand on travaille les espaces de cours de récréation, souvent, on a tendance à faire du dehors-dedans. C'est-à-dire, comment je me protège? La première question qu'on pose, c'est j'ai chaud, j'ai de la pluie qui me tombe dessus, etc. Voilà, comment je me protège? J'ai souvent tendance à dire que, voilà, si on veut qu'il nous arrive rien, qu'il nous tombe rien sur la tête ou qu'on n'ait pas chaud, c'est pas une cour de récréation qu'on a. C'est un hall, en fait. Hein, et qu'une cour de récréation, c'est saisonnier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est préfigurer l'espace en fonction du temps saisonnier. Il pleut, ça ne sera pas pareil s'il pleut, s'il fait froid, s'il fait chaud, etc. C'est normal. Hein. Mais aussi du temps scolaire, du temps de la journée. Une récréation, c'est normal que ça ne soit pas la même quand on y passe 2 heures que quand on y passe un quart d'heure. Je suis désolée. Une récréation, c'est normal qu'elle ne soit pas vécue, qu'il y ait des règles qui changent quand on y va le mercredi, quand c'est ouvert, par exemple, les week-ends, comme un espace public, c'est normal. Donc vouloir qu'il se passe toujours les mêmes choses, ou que ce soit toujours les mêmes modes d'usage à la récréation pendant un quart d'heure ou 2 heures, c'est une erreur. Et ce n'est pas les mêmes métiers. Surveiller et animer, c'est pas pareil. Voilà. Donc on ne sort pas les craies à la récréation du matin, très bien, mais on les sort entre midi et 2. Et l'essentiel du travail qu'on va faire, c'est ramener tous les adultes sur la cour de récréation avec une stratégie bien précise qui est faire du dedans-dehors. Pourquoi? Parce que quand je demande aux enfants, qu'est-ce qui se fait à la cour de récréation? Oh ben là, il y a ça, il y a épervier, là, il y a truc, il y a tout ça. Puis je vois art plastique, danse, perles. Je dis, ok, mais c'est où ça? Ah, mais dans la salle, madame. Ah non. On a encore enfermé les activités de filles. À quel moment elles font sujet? S'il fait beau pour taper dans un ballon, il fait beau pour faire perles, pardon. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Ben, j'ai mes petits garçons qui me disent « Ah oui, madame, il faudrait dire à l'animatrice qu'elle arrête de faire les activités de filles dans la salle. Moi, j'aimerais bien faire autre chose. » Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit « Je n'irai jamais. » Parce que c'est déjà compliqué d'être perméable au monde des filles, mais si en plus il faut que je m'enferme dans une salle, alors là c'est non. Et à chaque fois qu'on a externalisé, on est sur une commune en banlieue de Nantes en ce moment, on était sur des semaines d'observation il y a 15 jours, et alors c'était génial, donc il y avait l'activité art plastique avec des feuilles, masque, je fabrique mon masque avec des feuilles d'arbres, etc. Donc dans une salle où là j'avais un groupe constitué de 10 filles, voilà, il y avait un gars, donc, et à l'extérieur, il faisait crochet sur une table. Là. Et là, toute la récréation, ça a été mixte. Voilà, parce que je passe, je regarde, je viens avec mon pote, je fais 3 crochets, je ne m'enferme pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et je viens voir, et parce qu'un adulte me montre au centre de la cour que ce que font les filles, c'est important. Et c'est intéressant. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va penser ces espaces. Qu'est-ce que c'est un espace calme dans une cour de récréation? Parce que là aussi, si vous voulez, c'est comme quand je travaille sur les collèges où on me dit les CDI, il faut qu'ils soient à l'étage, derrière, machin, là. Voilà. Non, un CDI, c'est en raie de cour et on fait un jardin à lire devant. Pourquoi? Parce que le CDI, c'est le seul endroit où j'ai des filles et des garçons. Parce que le CDI, c'est la collaboration, c'est le travail ensemble. C'est l'art, c'est la culture, c'est la lecture. Donc c'est extrêmement important que ça soit visible pour les autres. Voilà. Et un espace calme à la cour de récréation, c'est pas un espace qui est calme au bruit. On va pas se mentir. Il y a toujours du bruit dans une cour de récréation. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas centrer à l'espace de cours un espace calme. Et qu'est-ce que c'est un espace calme? Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce que c'est pour eux être au calme, les enfants? C'est qu'il n'y ait pas de ballon qui leur arrive dessus, qu'il n'y ait pas de corps qui arrive, qui court et qui peuvent leur tomber dessus. C'est un endroit où leur corps se pose et où ils peuvent lire, ils peuvent discuter, ils peuvent être dans
leur moment à eux, sans que rien ne vienne les percuter. Et ça se fait en arrêtant les corps physiques. Voilà, un espace calme, c'est un endroit où quand je rentre à l'intérieur, je rentre. Je ne le traverse pas. Donc, on fait ces barrières-là, en réalité, enfin, les services techniques qui nous font un truc merveilleux, et avec une forme de petite porte symbolique, alors qu'on travaille évidemment sur la question du handicap aussi, ça dépend des configurations de cours qu'on a, mais on travaille tous les espaces accessibles en fauteuil. Je n'ai pas pu vous montrer, on a des tas de projets différents. Et on a travaillé aussi les différentes formes d'assises, les stratégies. Là, on a revisité le tracé au sol de ce terrain de foot. Donc on va essayer des tracés dans lesquels on va préfigurer des jeux à inventer, des diagonales, etc. Et on va aussi faire des zones perméables entre un jeu de ballon et un jeu sans ballon collectif. Donc ça, c'est intéressant. Et l'estrade. L'estrade, c'est mon bijou. L'estrade. Les filles, elles veulent des estrades. Au début, j'étais là, je me disais, ça va jamais marcher en vrai. Parce que déjà qu'elles ont du mal à se montrer, en fait, à se centrer, à quel moment on se met dans une estrade. On voit que ça dans une cour, une estrade. En fait, ça fonctionne très bien. Et c'est un endroit qui devient mixte. Et alors l'estrade, c'est super parce qu'il y a le maire qui vient, ils avaient gagné un petit projet éco-citoyen, il va se mettre sur l'estrade. Ça joue le jeu, quoi. Ça remplit le taf, l'estrade. Et c'est hyper bien. Voilà. Les couleurs, etc. Donc toutes ces choses-là qu'on va mettre en place. Donc les tracés au sol, là on dessine une rue, parce que quand on passe pas au milieu, on va pas passer au milieu naturellement. Il faut dessiner une rue de balade en fait. Les gamins se baladent. Il faut préfigurer la possibilité de se déplacer d'une manière différente à l'espace de cours. Et en particulier, ça, ce qui était intéressant sur cette école-là, c'est que j'avais une classe en fauteuil, ce qui est rare, et que pour se déplacer en fauteuil, c'est mieux d'avoir un tracé au sol. C'est ce qu'ils ont demandé, les enfants, quand ils sont autonomes, ou même quand on les pousse. Et avec ça, on va avoir des stratégies pour les amener sur l'ensemble des espaces de jeu. C'est comme si on se promenait dans un jardin public et qu'on tombe sur l'espace de jeu collectif, l'espace calme, etc. Et notamment, ce qui est intéressant aussi dans cette question de la route et des fauteuils, des enfants en fauteuil, bon, il y a toute forme de handicap à l'école, mais sur celui-là qui est très visible, c'est qu'on renverse en fait ce fameux rapport de force et que l'enfant qui roule sur une route, il est plus fort techniquement que l'enfant qui marche. Donc on va aussi lui laisser la possibilité, par exemple, de s'arrêter. On va faire des piétons pour qu'il laisse passer son camarade. Voilà. Et on le réhabilite aussi dans une forme de pouvoir à l'espace, de capacité aussi à partager, lui, avec son fauteuil. Voilà. Ou elle. Donc les espaces calmes, c'est des chaises longues. C'est ce qu'on avait. Là, on a fait des tracés, on essaye tout le temps des tracés. Donc là, c'était des nuages, les filles, elles me font des trucs. Je travaille avec une designer sociale et une sociologue. Donc, et là, ils ont joué pendant toute la récréation. À côté, perméable, un espace de foot qu'on avait gardé. À The Floor is Lava, vous savez, ils sautent sans arrêt, ils s'inventent des jeux. Voilà, on les voit là, faire le Floor is Lava. Là, on va faire tourner la roue du jeu au hasard. Donc, comment on règle le problème? Je ne sais pas qui joue et à quoi on joue sur l'espace de jeu collectif. On fait une roue du jeu au hasard. Voilà. C'est aussi bête que ça. Et on fait tourner la roue et c'est la roue qui décide. Donc, il y a du foot, mais il y a aussi tous les autres jeux qui demandent de la place. Et l'animateur ou l'animatrice va... Alors là aussi, la question des équipes, on n'a pas le temps d'en parler, mais renverser aussi un rapport stéréotypé, c'est aussi que ça ne soit pas l'animateur qui fait foot en dehors de l'école, qui fasse tout le temps foot, quoi, si vous voulez. Parce que là, ça dit, parce que je suis compétent, je peux t'encadrer au foot, donc j'encadre des gens forts au foot, parce que je suis fort au foot. Alors qu'encadrer un match de foot, ça ne demande pas une compétence de fou. Ça ne demande pas de jouer au foot, de savoir jouer au foot. Donc c'est bien aussi qu'il y ait des animatrices qui ont changé. Parce que là, on va travailler aussi sur qu'est-ce qui fait le groupe. Est-ce que c'est l'animateur qui fait le groupe de garçons ou est-ce que c'est le jeu proposé? Vous voyez? Et c'est pareil pour la question des animatrices. Donc là, ces estrades, on va voir la mise en scène. Ça y est,
Ok, les filles ont leur espace à elles qui est légitime pour danser, pour faire de la gym, mais il y a toujours un garçon qui regarde. Ça, c'est la question des tracés au sol sur un endroit où se jouait le foot autrefois. Eh bien, elles vont l'investir immédiatement. Oui, les filles, elles ont besoin de courir, elles ont envie de courir à la cour de récréation. Donc, c'est cette question de l'espace pour moi. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a des enfants isolés. Et concevoir qu'on peut être seul, de toute façon, il y aura des enfants seuls à la cour de récréation. C'est comme ça. Et plutôt légitimer le fait d'être seul, des assises seules, le fait de pouvoir jouer seul, c'est beaucoup moins stigmatisant que d'être seul sur un banc de 4, quoi, assis. Et c'est vrai à la cantine, ça aussi. Donc je passe rapidement, hein, donc toute une place à nous, la stratégie des assises, et je finis juste rapidement sur les toilettes, et après j'en ai vraiment terminé, je dirais juste 2 mots sur la question des toilettes à l'école. Donc moi, je milite depuis 15 ans pour que les toilettes soient mixtes en élémentaire et au collège. Donc je n'ai pas le temps de faire une démonstration sur le collège. Et juste, pour ne pas finalement déployer l'argumentaire sur la mixité, parce que souvent on me dit oui mais justifier, justifier. Je voudrais juste qu'on finisse là-dessus et qu'on s'interroge collectivement sur cette simple question. Quel est le message des toilettes non mixtes en élémentaire pour les enfants? Qu'est-ce qu'on signifie à une enfant de 6 ans et à un enfant de 6 ans quand on leur dit « vous ne pouvez pas être ensemble dans le bloc sanitaire ». Qu'est-ce qu'on dit de la relation et de la question des violences? Je vous remercie.